Bosseur. Bonjour Wanda. Donc, aujourd'hui, dans tous les entretiens qu'on a bricolés jusqu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter en tant que compositeur, musicologue et personne qui aime vraiment l'art, et pas seulement l'art, mais toute cette synergie qui se met en place avec comme disait Wagner, là. Gesamtkunstwerk. Voilà. Donc c'est un mot difficile à prononcer en allemand, mais ça veut dire une sorte de... On dit l'œuvre d'art intégrale. Voilà. L'œuvre globale. Oui, c'est ça. Voilà. Bien qu'encore une fois, moi je suis très critique vis-à-vis de la Gesamtkunstwerk, un peu aussi comme Kandinsky l'était déjà à son époque, parce qu'il y a trop de risques de fusion un peu arbitraire entre les différents arts. Moi je préfère qu'il y ait une certaine autonomie de chaque discipline, de façon à ce que chaque artiste apporte ses propres qualités et n'essaye pas forcément de se fondre dans un projet unifié. Voilà. Donc, à mon avis, moi je tiens beaucoup à que chaque artiste a son territoire. Je ne me mêle pas ni dans le son, ni dans la danse, ou je sais pas. Mais moi, je crois que penser globalement l'œuvre totale, c'est pas une mauvaise idée si elle est faite avec bienveillance. Oui, c'est ça. Si c'est pas totalisateur, voilà. Si c'est pas une discipline qui se veut englobante, voilà. Puisque vous préservez justement l'identité de chaque spécificité, enfin de chaque discipline, quoi. Voilà. Mais maintenant que je suis avec vous, le spécialiste du son, le spécialiste on peut dire du souffle, parce que le son, c'est une vibration. Évidemment, ouais. C'est un rythme aussi. Et d'ailleurs, une des plus belles phrases que je connais sur ce sujet-là, c'est une phrase de Paul Klee qui dit, donc en fait, que un rythme, cela se voit, cela s'entend, et cela se sent dans les muscles. Et ça, c'est une phrase absolument magnifique, parce qu'elle est très simple, mais elle est très parlante, parce qu'en fait, bon, un rythme, ça se voit, ça s'entend, bon là, évidemment, il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus, mais ça se sent dans les muscles, ça veut dire qu'en fait, physiquement, déjà, il y a quelque chose qui est commun à tous les arts. C'est-à-dire qu'on pratique la danse, qu'on pratique la peinture, qu'on pratique la musique, de toute façon, tout passe par les muscles, par une action musculaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc... Ou par le souffle, évidemment, le souffle est aussi fondamental. Donc, comme j'ai pensé toujours à cette démocratie des sens, comme vous avez si bien écrit dans un texte qui est apparu dans la revue P4. Et donc, je me permets de vous lancer sur cette idée du son, du souffle et de ondes. Parce que le son, c'est aussi des ondes. Ce sont des ondes, évidemment. Voilà. Évidemment. Ça peuvent être des ondes lumineuses ou graphiques. Ça peut être comme une sinusoïde. Donc, par exemple, ça, c'est une œuvre commune qu'on a fait tous les deux. Ça, c'est un exemple de ce syncrétisme. Tout à fait, puisque là, en fait, chaque petit trou matérialise un son, si on peut dire, enfin signifie un son lorsqu'il est passé dans une machine, dans une sorte de piano mécanique qui n'existe plus. Qui n'existe plus, mais bon, qui pourrait exister. Qui pourrait exister. Bon, c'est une sorte on peut le faire comme une bande Möbius. Voilà. Voilà. Donc on peut le faire comme ça, et hop, et comme ça, et hop. Voilà, on ne va pas le détruire parce que il n'existe qu'un seul exemplaire. Et donc si on parle du souffle, parce qu'on a dit qu'on va parler de ça, comment vous l'attendez? C'est-à-dire que c'est un terme très, très générique, si on peut dire, ce terme de souffle. Pour moi, c'est l'expire et inspire, c'est-à-dire c'est le va-et-vient entre l'inspiration et l'expiration. Et donc c'est quelque chose qui appartient à notre vie tout entière. Donc
Je pense que même d'ailleurs, ça se retrouve pas seulement dans les instruments à vent, mais par exemple le tiré-poussé de l'archet, par exemple pour les cordes, c'est aussi une forme de respiration et de souffle, si on peut dire. De toute façon, si vous voulez, le souffle, c'est vraiment le dénominateur commun à toute activité, un peu comme ce que je disais par rapport à clé et au rythme. Ben, le souffle, c'est un peu ça aussi, ce dénominateur commun à ce qui pourrait être une des confrontations entre les arts. Donc, le souffle, comme vous avez déjà dit, inspiration, respiration. Voilà. Donc, ça, c'est la voix. C'est la voix, oui, tout à fait. C'est la voix humaine. Oui, bien sûr. Que vous avez beaucoup utilisée. Que j'ai, oui, toutes ces formes, d'ailleurs, depuis le murmure jusqu'au cri, en passant par le chant, évidemment. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les modalités de la voix. Et pas seulement ce qu'on appelle le bel canto. Donc, la voix qui se voit, c'était le titre de oui. la thèse, d'Eridiana, bien sûr. Et donc, cette voix, vous l'avez, par exemple, utilisée quand vous avez illustré, si je peux dire, sonore, le texte de Marie-Jo Cousin, Vox clamantis in deserto. Tout à fait. C'était un octet, non? Bah, c'était en fait une chanteuse qui se superposait à elle-même. C'est-à-dire, donc c'est comme si elle se regardait dans un miroir. Mais là elle se superposait, donc c'était le phénomène du replay, si on peut dire, enfin du playback. Enfin. Oui, c'était très lié avec l'image visuelle. Oui, tout à fait. Parce que c'était des bouches qui chantaient, qui criaient, qui murmuraient, des bouches dans des cloches. Et on ne pouvait pas voir la bouche que dans le miroir qui était au-dessus. Et donc, cette idée de reflet et d'écho, c'est très lié et organiquement, ça faisait un tout. Oui, c'est ça. Ben, j'ai réagi à cet aspect-là pour avoir justement un passage d'une voix unique, donc une monodie, à une polyphonie, c'est-à-dire vraiment à une foule de voix. Enfin, c'est pas une foule parce qu'il y en a guère que 4, mais bon, il y a quand même malgré tout un entrelacement des voix. Oui, donc ça, c'est votre partie, voilà, c'était ma partie. Dans cette installation. Voilà. Que... Par rapport à cette idée de bouche. Oui. Et donc on l'a fait il y a longtemps. Voilà, à la Galerie Vitou à Paris. Et après, je repris cette installation avec la musique, votre musique, au musée d'art contemporain de Bucarest, il y a 3 ans. Et ça faisait aussi un écho, un miroir. Et donc, c'est une sorte de narcissisme, il faut bien dire. On peut dire narcissisme de la voix. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle se projette aussi ailleurs. Donc, par cette possibilité de se superposer à elle-même, elle se dépasse elle-même, si on peut dire. Enfin, en tout cas, ça va dans ce sens-là. Oui. Et donc, à propos de cette liaison de langage, moi, j'avais fait une série de poèmes tautologiques que je les réunis sur ce titre-là, des poèmes tautologiques, sur le titre de mots thème aussi. Donc, les mots qui deviennent thèmes. Et donc, je me suis dit que c'est une approche avec le motet. Motet qui est une structure musicale. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas beaucoup, je sais que le motet, c'est à 4 voix ou... Ah non, ça peut être à 3 voix, oui, tout à fait. Mais déjà, c'est l'origine du contrepoint. Donc, c'est vraiment tout un travail de découpe des mots de façon à ce qu'ils résonnent les uns par rapport aux autres. Donc, c'est assez déconstruit. Ah, bah bien sûr, oui, tout à fait. Avant la lettre. Voilà. Avant la lettre, oui, absolument. Parce que on ne va pas entendre la signification du texte comme une simple lecture. Parce qu'il y a vraiment une mise en espace musical des mots dans le motet. Ça c'est pratique aussi maintenant parce que c'est un truc assez ancien. Oui, c'est très ancien, ça remonte au Moyen-Âge, mais il y a encore aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de compositeurs ou de musiciens en général qui sont très intéressés par ce phénomène d'entrelacement des voix. Par exemple, chez Ligeti, on trouve beaucoup ça. Dans le Requiem, par exemple, ou
dans des œuvres vocales, on trouve énormément ce travail sur ce que lui il appelle la micropolyphonie, cette polyphonie très 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 affinée. Oui. Donc ça résonne très bien Ah oui, avec l'idée de texte, de hypertexte bien sûr. et tous les choses qui sont sémiotiques. Oui, Voilà. bien sûr. Donc ça, ça c'est aussi une liaison entre le langage écrit ou dit et le langage visuel. Oui, bien sûr. Parce que la lettre, elle est lettre, jeu de mots, on va faire, voilà. Et donc, elle a une forme, Évidemment. elle a une construction visuelle, mais il a aussi une construction sonore. Évidemment. C'est-à-dire, par exemple, un des artistes qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est John Cage, parce qu'il a vraiment traité la lettre aussi bien comme un phénomène audible, acoustique, que comme vous dites, comme quelque chose de visuel. La lettre, c'est vraiment un caractère qui est graphique. Et puis, bon ben voilà. Donc, si vous voulez, c'est comme ça que plusieurs courants entrent en interaction, comme la poésie visuelle, la poésie sonore, par exemple. Il y a vraiment des artistes qui sont passés insensiblement d'un domaine à un autre, sans forcément chercher à créer des parallèles absolument démontrables. Mais c'est vrai que la lettre est vraiment le phénomène. Bon, on parlait tout à l'heure du rythme, mais la lettre aussi, c'est un phénomène qui est à la jonction, qui est à l'intersection de plusieurs domaines d'expression. Et là, ça devient plus contemporain, parce que Oui, si on parle de ce syncrétisme des arts, bon, on pense bien sûr à Kandinsky, on pense à Klee, on pense à tous ces artistes qui ont lié les sons avec des couleurs. oui, tout à fait. Tout à Donc fait. ça fait un spectre Ah oui, visuel bien et sûr, sonore. bien sûr, bien sûr. Mais je ne sais pas si maintenant c'est très actuel ça. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il n'y a plus de recherche de parallélisme strict entre... Parce qu'on a très bien vu que tout ça était quand même malgré tout très subjectif. C'est-à-dire par exemple, même Kandinsky, lorsqu'on lit ses différents ouvrages, eh bien d'un ouvrage à l'autre, les couleurs ne renvoient pas par exemple aux mêmes instruments. Donc lui-même a changé d'optique, si on peut dire, par rapport aux couleurs. Donc je crois qu'il faut se méfier de ces correspondances qui se voudraient trop strictes. Mais par contre, ça reste une stimulation assez forte. Et c'est très personnel. Mais c'est très personnel. Et très subjectif. Oui, c'est ça. Ouais. Et par exemple, Messiaen, sans être atteint de... Parce qu'il y a une maladie qui existe, qui s'appelle la synopsie, Ouais. qui consiste mais ça, on peut pas y échapper. Alors que Messiaen, par exemple, n'était pas atteint de synopsie, mais il avait un sens synesthésique, c'est-à-dire que apparemment, moi j'ai assisté à quelques-uns de ses cours, mais ses élèves entendaient toujours des comparaisons entre tel accord, par exemple, et telle couleur. Et il les note même quelquefois dans ses partitions. Mais c'est très subjectif. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui remonte quand même à quelques dizaines d'années en arrière maintenant. C'est vrai qu'on ne cherche pas forcément ce type de correspondance très, très pointue. Et si avec l'intelligence artificielle on arrive à faire, si on peut dire, cette traduction entre l'image et le son, on arrive où? Non, moi j'y crois pas du tout, Non. absolument pas. Mais il faut quand même qu'il y a un souffle. Non, parce que ça c'est des conventions, si vous voulez, c'est comme la forme d'une onde, on parlait de l'onde tout à l'heure. Ouais. Mais bon, c'est vrai que... Ça, l'onde. Hop. Mais on peut très très bien imaginer un autre type de traduction visuelle d'une onde qui ne soit pas, par exemple, une onde sinusoïdale. Elle peut prendre un autre caractère éventuellement. Ça dépend des conventions qu'on va établir entre l'aspect visuel et l'aspect acoustique. Mais c'est des conventions, tout ça. Donc, maintenant, je sais que j'ai des amis qui font de la poésie visuelle, la poésie sonore. Donc, la poésie sonore, ça a l'air d'être dans le... Bon, c'est Cage, bien sûr, mais aussi Ligeti.
Non, Ligeti ne voit pas vraiment le situer dans la poésie sonore. Poésie sonore, c'est des gens comme Henri Chopin, comme Bernard Heidsieck, Ouais. comme François Dufresne. Ouais. Mais Ligeti a fait des œuvres vocales qui sont extraordinaires, mais disons qu'il c'est plutôt dans un sens de théâtre musical, plutôt Oui. que de poésie. D'ailleurs, il ne s'est jamais intitulé poète sonore. Poète sonore, c'est en fait plutôt des gens qui sont venus de la poésie et qui ont cherché à mettre en avant l'aspect acoustique. Oui, mais Henri Chopin, par exemple, Ah, bon, oui. si, moi. Bon, mais j'aime beaucoup, par exemple, Bernard Heidsieck, c'est quand même assez extraordinaire. C'est quand même quelqu'un de... Mais ils sont tous morts. Ah bah oui. Non, il y a quand même une très très grande poétesse sonore actuellement, c'est Michel Métaille, Oui. qui est remarquable comme poète sonore, qui vient vraiment de la lignée justement de Bernard Heidsieck, Oui. qui est dans cette lignée-là. Elle a quel âge? Bon, elle est toute jeune, elle doit avoir 75 ans. Ah oui, c'est tout jeune, comme vous dites. Oui, c'est de mon âge, oui, Oui. presque. Il y a Julien Blaine aussi, mais c'est pareil, Oui, c'est toute oui. cette génération-là, ce sont des gens qui ne sont pas tout jeunes encore maintenant. Oui, et puis Frédéric Acquaviva, Oui, Frédéric Atoivival, lui, il est plus jeune. ouais, qui fait aussi dans... Oui, tout à fait, Ouais. absolument. Absolument. Donc il y a... Donc il y a une continuation. Hein. C'est quand même, à mon avis, surtout avec les moyens de diffusion actuels, c'est vrai qu'il y a quand même cette tendance sonore, strictement sonore de la lettre, du mot, etc., comme on continue à titiller un certain nombre d'artistes quand même. Et à propos de lettrisme, il y a aussi François Poirier, qui est le dernier lettriste, qui a connu et qui a collectionné Isidore Isou, qui a lui aussi fait des pas Mhm. sur le terrain glissant. Oui, tout à fait. Mais il y a eu beaucoup de querelles, de castes par rapport au lettrisme. Ah là, Là, il y c'est a un eu lit de des vipère interdits. là-bas. C'est un lit de vipère. Là, il y a eu Ouais, de grandes guerres. ouais. Donc, Oula. mais bon, nous, on va continuer à travailler doucement Ben voilà. sur cette idée de connexion. Oui, c'est ça, de confrontation plus que de mélange, parce que plus que de vouloir fusionner, c'est plutôt de confronter des disciplines compte tenu de la pensée qu'on peut avoir, du projet qu'on peut avoir. Je crois que c'est ça qui est important. Par exemple, moi, si je prends ceux qui ont vraiment représentent un petit peu pour moi les fers de lance de cette possibilité d'interaction, c'est John Cage et Merce Cunningham. Mais bon, ben, en fait, s'ils ont réussi vraiment cette possibilité d'interaction entre la danse et la musique, et chacun indépendamment de l'autre, c'est parce qu'il y avait une connivence évidemment intellectuelle très forte entre eux. Donc, un support conceptuel. Voilà. Parce que si on n'a pas ce support conceptuel, à mon avis, Oui, évidemment. on est un petit peu perdu. Tout à fait. Et bon, pour conclure notre petit entretien, je voulais vous demander où on est avec le projet sur les textes de Fernando Arrabal et votre musique. Ah bah c'est une vieille histoire. Avec Arrabal, ça remonte très très loin, puisqu'en fait, moi j'avais fait la musique de Viva la Muerte, donc ça nous ramène 50 ans en arrière, un peu plus de 50 ans en arrière. Et là, j'ai eu beaucoup de plaisir à retravailler sur des textes d'Arrabal, et puis en même temps, même à l'enregistrer, parce qu'il y a une musicalité dans sa voix qui est très très belle. Et donc, j'ai en fait réalisé 3 pièces par rapport à ces poèmes. D'une part, les fiancées de Topor, Pansonetto, qui est un petit sonnet qu'il a... Seulement en espagnol. Oui, ça c'est Celui-là, seulement en ouais. espagnol, tandis que les fiancées de Topor, c'est en français. Et puis il y a un 3e texte qui est Besmin, qui est aussi en français. Donc, pour ça, vous avez conçu une sorte de quartet ou c'était quoi? C'est-à-dire, j'ai pensé par rapport à piano, accordéon et voix chantée, bien sûr. Et avec la voix d'Arrabal, donc qui vient... comme il dit, avec son accent britannique, comme il dit. Oui. Et moi, en tant qu'éditrice, Voilà. parce que c'est comme ça que j'ai plusieurs casquettes, et donc en tant qu'éditrice, je veux éditer ce livre-là, avec des images, bien sûr, et un QR code, parce que c'est ça maintenant. Ah oui, tout à fait. Un QR code avec votre musique interprétée par Dana Tchokolier, Voilà. Jean-Pierre
Höldinger. Holdinger, ah là c'est difficile. Et Hélène Ruggieri, qui est ma chanteuse favorite. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ben, j'espère. Voilà, merci beaucoup. Ben, de rien. Et bonne continuation. Mais de même. Voilà, merci Merci. beaucoup.